Bonjour tout le monde. Nous allons continuer le cours puisqu'on s'était arrêté à l'algorithme de partage de secrets de Shamir. Et je rappelle concernant ce protocole, c'est l'idée, on a vu comment on a pu constituer cette solution progressivement grâce à l'usage de concepts mathématiques tels que le tracé des droites, le tracé des fonctions quadratiques et autres. Ensuite, on a pu généraliser pour dire que c'est grâce à l'usage des polynômes qu'on peut constituer une fonction qui nous permettra par la suite de réaliser le partage d'un secret et que par la suite, la collaboration de plusieurs parties peuvent réaliser l'opération inverse, c'est-à-dire de découvrir le secret S. Et donc, lors de la constitution du secret et son partage, il suffit de construire un polynôme tel qu'il est décrit ici par le protocole de Shamir. Donc, l'idée, c'est de créer un polynôme de degré t. Et on a vu que ce t-là, c'est quoi? Ce n'est autre que le seuil de partage qui permet de dire que chaque t plus 1 partie peuvent reconstituer le secret, c'est-à-dire on donne le seuil à partir duquel on peut constituer le secret et en dessous duquel ou égal on ne peut pas réaliser l'opération de découverte du secret. Donc l'idée c'était la construction de ce polynôme. Donc, quand vous le regardez ici, le polynôme, la constante du polynôme, c'est à vrai dire le secret. Et donc, le degré du polynôme, c'est à vrai dire le seuil de partage. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est automatiquement le S, vous voyez, c'est la constante, c'est-à-dire quand vous remplacez X par 0, tous les éléments du polynôme vont s'éliminer, donc ce qui reste, c'est uniquement la constante. Et par la suite, dans le processus, vous avez le partage de secrets. Comment qui se fait? C'est on choisit les n parties et donc chaque partie, on va lui fournir une valeur qui est déduite du polynôme et donc on l'a dénoté f de i. Donc ce f de i qui n'est autre qu'une constante qu'on appelle si. Donc si, elle est calculée comment? En remplaçant x par i. Et donc ça vous permettra d'avoir le résultat. Alors, naturellement, quand on choisit le polynôme, en général, on travaille toujours dans l'arithmétique modulaire, c'est-à-dire que le donneur ou celui qui partage le secret, il partage le secret en définition de polynôme, mais ce polynôme est toujours décrit dans l'arithmétique modulaire, c'est-à-dire en fonction d'un nombre premier qui choisit, et donc toutes les valeurs sont calculées par cette fonction modulaire. Alors ensuite, une fois réalisé, donc ça c'est l'étape de construction du polynôme, ensuite du partage des valeurs du secret. Et la troisième étape, naturellement, c'est l'étape qui permet effectivement de découvrir le secret. Et donc, comment se fait justement la découverte de secret? Elle se fait justement sur des propriétés mathématiques. C'est que chaque polynôme, vous avez les coefficients d'interpolation qui peuvent être calculés. Et donc, l'idée, c'est quoi? Sur la base des différents éléments qui ont été déjà distribués, les SI, il suffit de calculer les bêta-i. Les bêta-i, ce n'est autre que les coefficients d'interpolation du polynôme. Donc, c'est le pi qui veut dire le produit des j sur j moins i pour toutes les valeurs de j appartenant de 1 jusqu'à t plus 1, c'est-à-dire l'ensemble des parties qui collaborent pour retrouver le secret. Naturellement, à chaque fois pour bêta-i, on exclut le i, c'est ce qui est tout à fait logique parce que ici, si j est égal à i, il va y avoir une valeur indéterminée. Donc, à travers ça, on arrive à reconstituer par la suite le secret S. Alors,
Ça, c'était l'algorithme de base qui a été réalisé avec Shamir, et donc il porte son nom. En général, son nom, c'est 3S, qui veut dire Shamir Threshold Secret Sharing Scheme. Donc, ça, c'est l'algorithme de Shamir qui permet de le faire. Donc, à quoi, maintenant, la question qui se pose, à quoi ça peut servir cet algorithme? Donc, cet algorithme, il peut servir dans plusieurs cas. Donc, parmi les cas qui existent, c'est vous avez des clés de chiffrement. Et ça, par exemple, dans les clés de chiffrement, on peut avoir des systèmes de vote. Donc, imaginez dans un système de vote où il y a plusieurs partenaires et chaque partenaire ne fait pas confiance à l'autre. C'est ce qui existe dans beaucoup de pays d'ailleurs. Vous avez toujours les partis au pouvoir et vous avez les partis dans l'opposition. Et souvent, les partis de l'opposition toujours critiquent les partis au pouvoir en disant vous avez triché au niveau des élections, etc., etc. Un moyen je dirais, de rétablir cette confiance, c'est tout simplement, quand on fait un système de vote, l'idée c'est de partager la clé de déchiffrement des votes, parce qu'en général les votes sont chiffrés, et donc il suffit de déchiffrer chiffrer les votes, et ensuite lors du déchiffrement, ben, il faudrait tout simplement que les partis qui sont en compétition puissent participer tous au déchiffrement, et donc comme ça, personne ne pourrait, je dirais, incriminer l'autre partie en disant tu as triché ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a assisté en même temps au déchiffrement. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand on chiffre avec une clé publique, la clé secrète, l'idée c'est de partager la clé secrète entre plusieurs partenaires. Et donc du coup, personne ne peut déchiffrer à lui seul. Pourquoi? Parce qu'il a uniquement une partie de la clé secrète, donc il ne peut pas déchiffrer. Et donc il faudrait que tout le monde s'associe pour avoir cette possibilité de déchiffrer ensemble et donc de voir réellement les résultats tels qu'ils sont. C'est dans un autre aspect, c'est les codes secrets. C'est ce que j'avais expliqué l'autre fois, par exemple, pour en général les pays qui sont dites puissances nucléaires. En général, on ne peut pas donner la responsabilité juste au président de la République pour qu'il prenne la décision tout seul de déclencher une bombe atomique et attaquer un pays quelconque. Donc l'idée, c'est quoi? En général, il y a plusieurs parties. L'exemple typique, c'est des États-Unis. Vous avez un président, vous avez un vice-président, vous avez un secrétaire d'État à la Défense, qui veut dire c'est l'équivalent du ministre de la Défense, et vous avez aussi le général qui s'occupe des armements militaires. Donc vous avez au moins 4 personnes, ça veut dire que ces 4 personnes doivent se réconcilier et prendre une décision en commun. Alors, en général, si on décide qu'il y ait, par exemple, 2 personnes ou 3 personnes, ça veut dire que vous faites le système de partage entre 2 et 3 personnes. Et donc, si vous le faites entre 3 personnes, cela voudra dire qu'il ne peut pas y avoir de déclenchement de bombe atomique si les 3 personnes ne sont pas réunies. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est le code secret qui permet d'accéder au système nucléaire. Donc, il sera partagé entre les différentes parties. Et donc, aucune partie ne peut avoir accès si elle n'a pas la collaboration des autres parties. Et vous pouvez avoir aussi ici le troisième cas qu'on appelle le calcul multipartie sécurisé. Ça veut dire quoi? Le calcul multipartie sécurisé, ça veut dire que vous avez plusieurs parties qui vont collaborer entre elles pour calculer une certaine fonction. Et donc là, cette fonction qui est calculée, elle dépend justement de secret de chaque partie. Ça veut dire que vous avez plusieurs parties, chaque partie, elle a un secret. Et du coup, les différentes parties qui sont associées, chacun a son secret. Le problème, c'est que chacun ne veut pas dévoiler son secret. Et il faudrait quand même collaborer pour pouvoir trouver la fonction commune qui est utilisée par tout le monde. Alors, l'exemple typique que vous trouvez dans la littérature, ça a commencé par ça, c'est l'exemple des millionnaires.
Donc on dit qu'une fois, il y a eu des millionnaires qui se sont réunis dans un restaurant. Et ils se sont dit, tiens, le plus riche d'entre nous va payer la note, c'est-à-dire c'est lui qui va payer la facture. Le problème, c'est que personne ne veut déclarer sa fortune devant tout le monde. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de trouver une fonction de calcul qui permet effectivement d'avoir le résultat final pour automatiquement dire lequel il est le plus riche. Et donc ça, c'est ce qui a été publié comme algorithme. C'est l'algorithme des millionnaires. Et donc chacun garde son secret pour dire il ne va pas dévoiler sa fortune, mais en faisant le calcul, on saura à la fin de l'algorithme qui est le plus riche entre tout le monde. Et donc ça a commencé par cet algorithme et ensuite il a été automatiquement élargi à d'autres problématiques. Et donc là, si vous analysez en profondeur, vous allez voir que ce problème-là, c'est un problème qui est distribué. Pourquoi? Parce que chaque partie va faire son calcul à part. Et ensuite, il y a une collaboration qui permet d'aboutir au résultat final. Donc, on va justement voir dans cette partie-là ce calcul multipartie sécurisé, comment on va l'opérer et comment on va réaliser l'algorithme. Donc, ici, ce qu'il y a en commun entre les différentes parties, il y a une fonction en commun qui existe, qui est partagée entre les différentes parties, mais il y a des secrets, c'est-à-dire des données privées que chacun veut garder pour lui-même. Et bien entendu, tout le monde veut avoir le résultat final qui doit être calculé et donc qui peut donner le résultat final. Un exemple simple, si on prend par exemple un sondage, plusieurs parties qui participent à un sondage, chaque partie, elle veut avoir le résultat final, mais sans dévoiler son propre vote, c'est-à-dire son propre sondage. Et là, le protocole SMPC peut régler ce problème pour dire que toutes les parties vont collaborer et chacun garde son secret, mais par la suite, avec le processus de calcul et le protocole qui est défini, vous allez voir que effectivement, on peut trouver le résultat final et sans pour autant que chacun dévoile son propre secret. Donc, voici le protocole de calcul multipartie. Donc, ce qu'on a, on a un ensemble de parties, c'est-à-dire n parties, et chaque partie possède un secret XEI. Donc, chaque pays possède le secret XEI. Et on a une fonction f qui est partageable par tout le monde. Et donc, toutes ces parties-là, elles vont collaborer pour calculer cette fonction. Et donc, naturellement, je dis que cette fonction, elle dépend des différents secrets XEI. Et donc, Y, qui est le résultat final, c'est une fonction des XEI. Et ça, c'est la problématique que je viens d'expliquer. Alors, quelles sont les propriétés de ce protocole? C'est ce protocole, c'est-à-dire que le résultat, ça va être un résultat correct du calcul de la fonction, puisque tout le monde va collaborer pour arriver au résultat. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que dans le processus de calcul, il ne va pas y avoir un moyen qui permet de dévoiler les valeurs XI, c'est-à-dire que chaque valeur va rester propriétaire de la partie qui la possède. Alors, voici le protocole d'une manière intuitive, ce qui vous montre comment on va faire les choses. Donc, ce protocole qui va être utilisé, donc l'idée c'est quoi? On va s'inspirer un peu de ce qu'on a vu, c'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure l'algorithme de Shamir. Ça veut dire qu'on va s'inspirer un peu du Shamir pour dire que réellement, dans ce cas-là, chaque partie, elle a son secret. Ça veut dire que si on veut qu'il y ait collaboration,
c'est que chaque partie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, chaque partie, elle va faire la distribution de partage de son secret. Et donc là, toutes les parties doivent collaborer, et donc chaque partie va faire le partage. Ensuite, une fois que ces partages ont été distribués pour tout le monde, chacun va faire un calcul partiel, puisqu'il ne peut pas faire le calcul global. C'est ce qu'il a, il a juste des partages. Et il va faire un calcul partiel, et ce calcul partiel, il va le distribuer à son tour à tout le monde. Et donc ça, c'est valable pour n'importe quelle partie. Et une fois que tous ces résultats partiels ont été distribués, donc ça veut dire que chaque partie va avoir l'ensemble des résultats partiels. Et du coup, sur la base de ces résultats partiels, on peut calculer le résultat final. Et donc, on arrive à trouver la valeur qui est recherchée. Donc ça, c'est le principe de ce protocole. Alors pour le concrétiser un peu plus, et ça vous permettra de voir les choses en profondeur, voici un exemple. Donc on prend trois parties, donc P1, P2, P3. Ça veut dire que là, on se situe dans l'exemple de vote, c'est que chaque partie, elle a voté. Et donc chaque partie, son vote, c'est quoi? C'est une valeur X1 qui est privée, c'est-à-dire n'est pas connue par les autres. Ensuite, ce qu'elle va faire, puisqu'on avait dit que l'étape suivante, c'est quoi? C'est de partager son secret, donc de faire le partage de son secret avec les autres parties. Donc ici, ce que vous avez chaque partie, elle va faire le partage de son secret avec qui? Avec les deux autres parties. C'est-à-dire, si je prends P1, elle va partager son secret avec P2 et P3. D'une manière symétrique, P2, il va partager avec P1 et P3, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est, vous avez, on va choisir le secret, donc le partage de secret, donc en utilisant Shamir. Donc, on prendra un polynôme de degré 1 et, bien entendu, ce polynôme qui va vérifier que P1 de 0 égale à x. Rappelez-vous, selon Shamir, donc on choisit un polynôme. Donc le secret, c'est quoi? Ce n'est autre que la constante de ce polynôme. Donc ici, ça va être P1 de 0 égale à x1. Et donc mon polynôme pour la partie 1, c'est P1 de x qui est égal à x1 plus R1 fois x. Où R1, en général, il est choisi d'une manière aléatoire. Rappelez-vous, on choisit toujours un nombre aléatoire pour faire les calculs dans un système modulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait P1? Ben, il va partager son secret entre les différentes parties. Ça veut dire que lui, il va prendre une valeur. La première valeur, c'est quoi? P1 de 1. Il va calculer P1 de 1. Donc, ce qui donnera x1 plus R1 fois 1. Et donc ça, on va l'appeler, c'est juste pour des notations, pour faciliter la représentation et les calculs, on va l'appeler S1,1, c'est-à-dire que c'est le partage de P1 pour lui-même. Ensuite, il va calculer le deuxième partage, c'est-à-dire P1 de 2. Et donc, on va trouver une quantité qu'on appellera S1,2, c'est-à-dire le partage de P1 pour la partie 2. Et de la même manière, on va prendre le troisième partage, c'est-à-dire P1 de 3, qui va être x1 plus R1 fois 3. Et donc, ce qui donnera S1, S de 1,3, c'est-à-dire le partage de 1 pour la partie 3. Et donc, vous regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, P1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va distribuer ce calcul. Donc, du coup, on se retrouve avec cette situation qui est illustrée par la figure en bas du slide. Donc, vous avez P1 qui, lui, possède son secret x1. Il garde cette partie de calcul pour lui et il va distribuer l'autre partie S1,2 pour P2 et il va donner aussi S1,3 pour P3. Et sachant que P2, il a son secret X2 et P3, il a son secret X autre. Ben, ça, ce processus qu'on a montré, c'est uniquement il a été fait pour P1. Alors, ça va se faire aussi de la même manière pour P2 et P3. Donc, faire les choses d'une manière identique pour X2 et X3. Moralité, quand ce travail il est fait,
chacun va distribuer les calculs partiels qu'il est en train de faire, et on obtient cette situation finale qui est là. C'est-à-dire que P1, il a son vote, qui est son secret X1. Ben, cette partie-là, c'est lui qui l'a calculé. Cette partie-là, c'est P2 qui l'a calculé. Et cette partie-là, c'est P3 qui l'a calculé. Et d'une manière symétrique, vous allez voir que chacun possède les différents éléments donc qu'il a pu obtenir de lui-même et des autres partenaires. Donc ça, c'est le processus, je dirais, de partage de secrets et qui permet de distribuer des valeurs intermédiaires à tous les partenaires. Et donc chacun va avoir l'équivalent, je dirais, en termes de valeur partielle qui est calculée. Alors, deuxième étape, une fois que chaque partie elle a fait son calcul, elle a fait son calcul propre et elle a distribué le partage de son secret, on passe à l'étape suivante qui consiste à faire un calcul intermédiaire, c'est-à-dire des sommes partielles. Regardez ce qui est fait, par exemple, pour P1, il va calculer la somme partielle des valeurs qu'il a obtenues. Rappelez-vous, il avait obtenu là les trois valeurs de S11, S21 et S31. Donc ces valeurs partielles qu'il a pu rassembler de lui-même et des autres parties, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il va faire ce calcul. Donc ici, en ayant A1, donc, qui est calculé sur la base des éléments qu'il a reçus. D'une manière symétrique, ça va se faire pour P2 et pour P3, ce qui veut dire que P2 va calculer la valeur la valeur A2 et P3 qui va calculer la valeur A3. Et donc ça, c'est le principe qui permet effectivement d'avoir le calcul partiel pour chaque élément. Et donc, si vous analysez un peu ces valeurs-là, vous allez deviner automatiquement, regardez S11, c'est P1 de 1. Et vous allez voir que c'est quoi? A1 n'est autre que P1 de 1 plus P2 de 1 plus P3 de 1. Donc ça, c'est le calcul, à vrai dire, de ces valeurs-là. Et donc, c'est fait pour P1, c'est fait pour P2 et P3. Et maintenant, une fois que ces calculs ont été obtenus, chaque partie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut tout simplement calculer le résultat du vote. Donc, le résultat du vote, c'est quoi? Ce n'est autre que Y qui est égal à A1, c'est-à-dire la somme partielle qui a été calculée, et fois le facteur bêta qui est calculé. Donc, bêta 1, bêta 2 et bêta 3, donc, qui sont calculés. Ça vous permettra d'avoir le résultat final qui a été réalisé par les différentes parties. Donc le Y, regardez ce qui existe, c'est tout ça fois bêta 1, tout ça fois bêta 2, et le troisième fois bêta 3. Okay, là, je pense qu'il y a un petit truc ici, c'est pas bêta 2, mais c'est bêta 3. Et donc, ce qui permettra de trouver P1 de 0 plus P2 de 0 plus P3 de 0. Et ça, si vous remarquez, P1 de 0, c'est quoi? Ce n'est autre que X1. P2 de 0, c'est X2. Et le troisième, c'est X3. Et donc, moralité, ce qu'on a fait, ça nous a permis de calculer la somme des votes, puisqu'on avait dit que X1, c'était le vote de P1, X2, c'est le vote de X2, de P2, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est le moyen qui permet de le faire. Donc d'une manière assez graphique, voici l'exemple graphique qui vous montre un peu les choses, comment elles se déroulent. Donc Alice qui a un secret, par exemple, A égale à 2, Bob, le secret B égale à 4, et Charlie, il a un secret C égale à 1. Donc ils veulent additionner les valeurs sans les révéler. Donc c'est un peu l'exemple de tout à l'heure. Ça veut dire que Alice, elle va choisir le polynôme.
Donc son polynôme, c'est quoi? C'est autre que A plus 2x. Donc elle a choisi un polynôme de degré 1, donc avec la constante qui est égale à A. Bob, il va faire de même, et Charlie va faire de même aussi. Donc on se retrouve avec les trois polynômes, chacun a son polynôme avec son secret. Donc Alice, elle va faire le partage, donc le partage en utilisant l'algorithme de Shamir, c'est-à-dire ce qu'on a fait tout à l'heure. Elle va calculer P1 de 1, P1 de 2 et P1 de 3. Donc vous allez trouver les valeurs 4, 5 et 4. Et plutôt, là, il y a des étapes intermédiaires qui ont été, je dirais, écourtées. Donc là, Alice, elle va recevoir les valeurs partielles d'elle-même, de Bob et de Charlie, qui ne sont autres que 4, 5 et 4. Elle va faire la somme, c'est les AI. Donc, elle va faire le A1, elle va faire la somme de ces éléments. Bob, de la même manière, il va faire aussi la somme de ces éléments. Et Charlie aussi, qui va faire la somme de ces éléments. Donc là, à vrai dire, là, ce qui est dans rouge, c'est la courbe de Alice, qui représente la première courbe telle qu'on a montré donc ici, c'est 2 plus 2x. Vous avez celle en bleu de Bob et celle de Charlie qui existe ici. Donc, en faisant ces calculs-là, ce qu'on va obtenir, à vrai dire, une sommation des valeurs. Donc là, vous retrouvez la valeur ici de 13, qui n'est autre que la valeur qui a été calculée par Alice. Ensuite, la valeur qui est calculée par Bob, qui est 19, et celle de Charlie qui se trouve à 25. Et donc, à vrai dire, ce sont ces éléments-là qui constituent des points de cette droite. Et rappelez-vous, quand on a au moins 2 points de la droite, on peut toujours retrouver cette droite et retrouver le point de projection sur l'axe des Y. Et donc ça, c'est ce qui permet justement, grâce à la formule de tout à l'heure, de pouvoir retrouver la somme de ces valeurs intermédiaires qui constituent le secret, et ça permettra effectivement d'avoir la valeur qui se trouve ici sur l'axe, qui n'est autre que la valeur 7. Donc ça, c'était pour le SMPC. Il y a aussi un autre algorithme qui a été développé, qui lui, par contre, n'est pas de la même gamme. Lui, s'occupe, il va utiliser beaucoup plus le théorème de reste chinois, c'est-à-dire qui se base sur des équations, et il peut en déduire les résultats. Donc, comme son nom l'indique, c'est la personne qui l'a développé, c'est Mignotte. Donc, c'est le schéma de partage de secrets de Mignotte, avec le même principe toujours. On choisit le nombre de parties et on a le seuil qui est fixé. Alors, sauf que ici, quand on veut appliquer cet algorithme-là, on se base sur, vous savez que le théorème de reste chinois, vous avez des équations modulaires. Donc, chaque équation, elle a son module. Et donc, ici, il faut définir ces modules qui sont M1, M2 jusqu'à Mn, avec cette contrainte, c'est que M1 doit être inférieur à M2, doit être inférieur à Mn. Donc là, c'est une condition qui doit être vérifiée. La deuxième condition qui est liée à ça, en plus des éléments qui sont l'un inférieur à l'autre, etc., vous avez aussi ces nombres-là, ils doivent être premiers entre eux. Et donc, vous comprenez pourquoi on fait ces éléments qui doivent être premiers entre eux. Ça, c'est pour respecter l'algorithme des restes chinois. Et donc, chaque paire d'entiers, ils sont premiers 2 à 2. C'est-à-dire, quand vous prenez chaque 2 entiers, ils doivent être pairs entre eux. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas appliquer par la suite l'algorithme du reste chinois. Une deuxième condition, c'est-à-dire vous avez
les valeurs des MI qui vérifient la première condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est que vous avez le produit de M1, M2 jusqu'à MT plus 1, il doit être supérieur à M, indice N moins T plus 1 jusqu'à Mn. Et donc là, il faudrait que cette contrainte soit vérifiée aussi pour pouvoir réaliser l'algorithme. Alors, pourquoi qu'on a choisi ça? C'est pour, je dirais, pouvoir utiliser le secret et le partager. Et il faudrait que ce secret se situe dans une certaine plage de valeurs. Et donc, comme c'est dit dans l'étape 2, vous avez N parties et vous avez le secret. Et il faudrait que le secret soit compris entre le produit de M1 jusqu'à MT plus 1 et le produit de Mn moins T plus 1 jusqu'à Mn. Donc regardez S, il doit se situer dans la fourche des valeurs de l'intervalle entre le premier produit et le deuxième produit. Et par la suite, le donneur qui veut partager son secret, il va calculer ces valeurs intermédiaires qui sont les SI, qui sont données par les équations modulaires. SI égale à S modulo MI. Et donc, il va donner le SI à la partie BI. Donc ça, c'est la première et la deuxième étape de cet algorithme. Ensuite, donc comme c'est basé sur le théorème des restes chinois, ça veut dire que vous comprenez par la suite que la récupération du résultat final, elle va se faire sur la base du théorème de reste chinois, puisque les SI ont été calculés sur la base des modules MI. Donc, automatiquement, l'idée, c'est quoi? Il suffit de prendre T plus une partie. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On a le X qui est égal à SI1 modulo MI1. Alors ici, c'est juste une histoire de notation mathématique. Pourquoi? Parce que là, les parties qui vont retrouver, ce n'est pas forcément M1, M2 jusqu'à MT. Tu peux prendre M2 avec M3, avec M6, avec M9, etc. L'essentiel qu'il y ait T plus 1 partie. C'est pour ça que au niveau de la notation, on l'a noté par MI1. Là, vous voyez que 1, 2, 3, jusqu'à T plus 1. C'est juste une indexation qui vous permet de montrer que ça peut être n'importe quel MI. Ce n'est pas forcément le premier, le deuxième, jusqu'à T plus 1. Et sur la base de ce système d'équations, automatiquement, ce système, grâce au théorème de reste chinois, il possède une solution unique, modulo le produit des modules qui se trouvent ici. Et c'est pour ça qu'on avait dit, si vous vous rappelez tout à l'heure, que ces modules intermédiaires, ils doivent être premiers entre eux. Ça, c'est pour que la décomposition soit unique. Et donc, ça, c'est ce qui permet d'avoir la solution. Et donc, la solution du secret, c'est quoi? C'est X qui est égal à S. Donc, automatiquement, par la suite, chaque ensemble de T parties peut avoir, plus de T parties peut avoir le secret, tandis que des éléments moins que ça ne peuvent en aucun cas avoir le secret. Et donc, de la sorte, on arrive à réaliser l'opération. Donc, regardez ici un exemple typique. Vous avez N qui est égal à 4, T qui est égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 parties peuvent reconstituer le secret. Je prends M1 égal à 3, M2 égal à 4, M3 est 5 et M4 est égal à 7. Donc, la première des choses, est-ce que les valeurs forment une séquence de mignotes? Rappelez-vous, on avait dit que les valeurs, elles doivent être sous cette forme-là, c'est-à-dire M1 inférieur à M2, inférieur à M3 jusqu'à Mn, ce qui est le cas ici. Donc, vous avez 3, 4, 5, 7, donc ce qui est tout à fait correct. Ensuite, on va vérifier le produit. Ça veut dire qu'on a pris le nombre de seuils t égale à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit de M1 jusqu'à Mt plus 1, ce qui donne 3. Donc le produit de M1, M2, M3. Et là, vous avez Mn moins T, donc 4 moins 2, ça fait 2, plus 1, parce qu'on a fait M de N moins T plus 1. Et donc là, ça vous donne M3
fois M4. Est-ce que cette inégalité est vérifiée? Effectivement, il suffit de faire le calcul. 3 fois 4 fois 5, c'est 60. Et là, vous avez le 5 fois 7, c'est 35, donc ce qui est tout à fait correct. Et par la suite, on va prendre la valeur de S qui est comprise entre les deux. C'est ce qu'on avait dit. Donc S, si je prends le secret est égal à 40, donc automatiquement 40 se trouve effectivement 35 et 60. Donc c'est vérifié, cette inégalité est vérifiée, plus le 60 se trouve entre les deux. Alors l'idée c'est quoi? C'est de calculer les SI. Donc je le fais, S1, c'est quoi? C'est 40 modulo 3. Donc je fais ce calcul, ainsi pour le modulo deuxième, troisième, jusqu'au dernier module. Ensuite, vous avez les différentes valeurs qui sont calculées. Là, voilà. Et là, je prends, regardez tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'on a fait une indexation un peu particulière. J'ai pris, là, dans ce seuil, c'est 2. Ça veut dire 3 parties peuvent trouver le résultat. Donc, j'ai pris la partie M2, M3 et M4. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un indice qui est un peu particulier pour dire c'est de 1 jusqu'à T plus 1. Donc, regardez ici, si vous voyez l'indexation, c'est une partie, deux parties, trois parties, donc qui est supérieure à T plus 1, parce que T est égal à 2. Donc, je calcule cet élément-là, et ce qui me permettra par la suite, donc je prends juste les deux premières, je calcule par le CRT les deux premières, j'obtiens cette équation. Et ensuite, avec ce résultat, vous pouvez calculer par CRT. Vous allez voir que effectivement, le résultat, il est égal à 40. Et donc ça, c'est l'objet de ce protocole qui permet de trouver justement le partage selon la méthode de Miniot. Et donc là, vous avez une synthèse globale de tout ce qui a été fait dans ce sens. Dans la littérature, vous pouvez trouver d'autres possibilités, d'autres protocoles qui ont été utilisés pour des problèmes spécifiques.